projet de loi en cours de discussion au Parlement avec, d'une part, le PLF, d'autre part, le devoir de vigilance et enfin la loi Sapin. Concernant dans un premier temps le PLF, nous avons vu, lors des débats en commission la semaine dernière, ressurgir de vieilles lunes, de vieux poncifs. Je rappelle que nous avons besoin d'une fiscalité simple, lisible dans le temps, stable, compétitive par rapport aux autres pays européens et incitative pour l'investissement dans l'économie et dans l'entreprise. Je rappelle que continuer de surtaxer l'économie, c'est continuer de créer du chômage. La politique économique, ce n'est pas de taxer à tour de bras et de ne pas se préoccuper des conséquences économiques et sociales. Les élus responsables devraient faire exactement l'inverse. Avec la surfiscalité qui est la nôtre, je pense que les députés devraient suivre 3 règles simples. Première règle, toute introduction de nouvelles taxes doit forcément entraîner la disparition d'au moins une taxe, voire plusieurs, pour que le bilan global entraîne une baisse de la pression fiscale. Deuxième règle, toute modification de taux doit se faire à la baisse. Toute nouvelle assiette doit être la plus large possible. Et troisième règle, bien sûr, d'une façon générale, il n'y aura pas de baisse de la fiscalité sans baisse des dépenses publiques de fonctionnement. Je prendrai 3 exemples d'absurdités relevées la semaine dernière. Première absurdité, les AGA pour attribution gratuite d'actions. Vous savez que c'est un nouveau dispositif qui a été introduit il y a 6 mois à peine par la loi Macron. Et les députés entendent déjà le corriger avant même qu'on ait eu le temps de l'évaluer. Pourquoi changer un système sans même le laisser se mettre en place? Et comme le montre d'ailleurs un sondage sorti hier via Voice pour Le Figaro, 81% des Français pensent que le prochain gouvernement doit garantir la stabilité fiscale des entreprises. Cela prouve qu'une fois de plus, les Français sont en avance sur les politiques et comprennent que la stabilité est un paramètre déterminant de notre attractivité. Je vais prendre un exemple que vous connaissez, l'entreprise Parrot, qui fabrique des drones et des systèmes Bluetooth, notamment pour l'automobile. Ce n'est pas un très grand groupe, mais ce n'est pas non plus une PME. Parrot, depuis sa création, a pour tradition de distribuer des actions gratuites à l'ensemble de ses salariés, sans exception. Évidemment, si la réglementation change, elle va supprimer cette option. C'est donc aussi les salariés qui vont être pénalisés. En résumé, les parlementaires sont en train de vouloir corriger par la loi un dispositif qu'une ou 2 personnes ont peut-être dévoyé, mais au prix de pénaliser tous les salariés qui en bénéficient. C'est totalement absurde. Deuxième exemple, la diminution du taux d'IS réservé aux PME. Je voudrais tout d'abord préciser que le MEDEF, c'est 750 000 entreprises, de la plus petite à la plus grande. Si vous enlevez le CAC 40 et les 4500 ETI, ça fait 745 000 TPE-PME. C'est d'ailleurs notre force, avoir des entreprises de toute taille et de tout secteur. Aujourd'hui, nous constatons qu'il est nécessaire de baisser la pression fiscale sur toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en allant vers un taux d'IS proche de la moyenne européenne, qui est de 25%. Mais les députés veulent réserver les bases IS aux seules petites entreprises. Voilà une vision marxisante de la vie économique. Nous aurions les gentilles petites entreprises d'un côté et les grandes entreprises forcément méchantes. On nous refait le coup de la lutte des classes selon la taille des entreprises, petites contre grandes. Réserver un taux d'IS réduit aux seules petites entreprises est une démarche particulièrement absurde pour 3 raisons. Cela recrée un effet de seuil. Donc, on va pénaliser encore la croissance des entreprises alors que notre enjeu est justement d'aider à faire en sorte que nos TPE, nos PME deviennent des ETI et que les ETI deviennent des grands groupes. Deuxième raison, cela renvoie un signal très négatif vis-à-vis des grosses PME, des ETI, des grandes entreprises, notamment étrangères, alors même que l'on doit se battre pour que la France redevienne attractive et que le gouvernement veut profiter du Brexit pour attirer des entreprises étrangères. On se tire une balle dans le pied. Troisième raison, cela oppose les entreprises de par leur taille. Or, la force de notre économie, c'est d'avoir des entreprises de toute taille qui peuvent s'entraider et chasser en meute. Sortons donc des clichés. Nous avons besoin de tout le monde, de start-up, de TPE, de PME, d'ETI et du CAC 40. Et aidons chacune d'elles à se développer encore plus. Je rappellerai qu'une grande entreprise entraîne dans son sillage des milliers d'emplois induits à travers ses sous-traitants et l'ensemble de sa communauté de parties prenantes. Je prends par exemple l'exemple d'Airbus. Une usine d'Airbus, pour un emploi Airbus, elle crée 3,5 emplois directs dans la filière à travers ses sous-traitants
Et on peut rajouter encore trois emplois indirects à travers des emplois induits, les boulangers, chauffeurs de taxi, maçons, etc. Donc ça veut dire que pour un emploi dans une grande entreprise, on peut avoir jusqu'à 6,5 fois plus d'emplois induits. Une grande entreprise est souvent à la tête d'une filière d'excellence, la tête de pont d'une filière d'excellence française qui rayonne dans le monde entier. Nous devrions en être très fiers. Après les AGA, après les taux d'IS réservés aux PME, je voudrais parler de l'acompte d'IS et de Taxcom. Les députés et le gouvernement poussent là encore le bouchon très loin, car ils souhaitent que les entreprises avancent sa trésorerie à l'État. Cela s'appelle faire de la cavalerie et c'est particulièrement inquiétant quant aux capacités de nos dirigeants à gérer les finances publiques. C'est décidé à la dernière minute, sans concertation et sans avoir regardé les conséquences économiques. Je trouve le spectacle de tous ces débats désolant, car montrant deux choses. Une bonne partie de nos députés ne semble pas voir l'impact économique de leurs réflexions fiscales. Et on sent un besoin de prendre des positions politiques, je dirais électoralistes, à 6 mois des élections, plutôt que des décisions économiques. Leur seule obsession, et je le dis souvent, leur seule obsession devrait être comment recréer une dynamique de création d'emplois. Comment aller vers le plein emploi dans d'autres pays. Et la fiscalité est un outil puissant pour cela. Elle peut aider à relancer la création d'emplois. Elle peut aussi participer à la destruction massive d'activités et d'emplois par une utilisation politique et dogmatique ou par une instabilité chronique. Je ne reviendrai pas sur les conséquences dramatiques pour notre pays et pour notre activité de taxes comme l'ISF ou la taxe à 75%. Pour préserver notre attractivité et restaurer notre compétitivité, nous demandons que la fiscalité française évolue vers un système autour de 5 adjectifs importants. Une fiscalité simple et lisible, c'est-à-dire avec le moins de niches possible, et donc des assiettes larges et des taux faibles. C'est le principe des flat tax. Il faut généraliser les flat tax. Deuxième principe, il faut que notre fiscalité soit stable, c'est-à-dire éviter typiquement ce que l'on vient de faire avec les actions gratuites. Troisième principe, notre fiscalité doit être compétitive, c'est-à-dire en s'harmonisant avec nos voisins, en allant vers une moyenne européenne, notamment sur un IS à 25%, et en supprimant le plus possible les taxes de production qui frappent avant le profit. Nous sommes l'un des seuls pays au monde où la taxation se situe avant la génération de profit. Je reviendrai sur ce sujet. Et puis, notre fiscalité idéale doit être incitative, c'est-à-dire favorisant le risque plutôt que la rente, et en améliorant considérablement la fiscalité du capital pour que les investissements et l'épargne aillent financer les entreprises. Pour mémoire, la fiscalité française aujourd'hui, c'est 4 chiffres qu'il faut avoir en tête. D'abord, ce sont des dépenses publiques à 56% du PIB. Je rappelle que la moyenne européenne est à 48%, donc nous avons 8 points de plus de dépenses publiques que la moyenne européenne, et que l'Allemagne est à 44%. Nous avons 12 points de plus de PIB de dépenses publiques, ce qui montre la pression fiscale que nous avons sur les entreprises et sur les ménages. Deuxième chiffre qu'il faut avoir en tête, les prélèvements obligatoires, ménages et entreprises, sur le PIB, représentent 45% en France. Le chiffre en Allemagne est de 38%. 17% de moins. Pardon, 7% de moins. Et en moyenne européenne, ces prélèvements obligatoires sur le PIB, c'est 40%, c'est-à-dire 5% de moins qu'en France. Troisième chiffre, si on regarde juste les prélèvements obligatoires sur les entreprises, 26% en France, 14% en Allemagne. Et enfin, dernier chiffre, nous avons 179 taxes qui ont un rendement inférieur à 100 millions d'euros en France, contre 3 en Allemagne. Donc vous voyez bien en effet que nous sommes les spécialistes de la taxation avant profit. Nous avons évalué avec Geoffroy et toute l'équipe sociale fiscale du MEDEF qu'il y a, après pacte de responsabilité, encore un écart de 95 milliards avec les entreprises allemandes. 35 milliards d'un côté sur le coût du travail, 55 milliards de l'autre côté sur cette fiscalité dite de production. Mais le gouvernement fait aujourd'hui strictement l'inverse avec ce PLF. Cela aura des conséquences sur notre attractivité et donc sur l'emploi. Je voudrais aussi revenir sur deux autres points au-delà du PLF, que sont le devoir de vigilance et le reporting pays par pays dans la loi Sapin.
Concernant le devoir de vigilance, le MEDEF ne conteste pas l'objectif de mettre en place des mécanismes permettant aux entreprises de suivre la mise en place et le respect des principes directeurs de l'OCDE en matière de respect des droits humains notamment. Mais le texte, actuellement en discussion, va au-delà en voulant imposer aux entreprises une forme de responsabilité pour fait d'autrui totalement inédite. On crée ainsi une obligation de résultat, spécifique à la France, encore une fois, alors que tous nos concurrents ont une simple obligation de moyens, en accord avec les principes de l'OCDE. Cela n'existe nulle part ailleurs et cela représente pour nos entreprises un risque démesuré. Comment faire respecter des obligations au-delà de sa sphère de responsabilité ? Nous pensons que le texte en cours d'élaboration est particulièrement dangereux pour notre attractivité, encore une fois, notamment pour nos PME qui subiront de plein fouet ce dispositif kafkaïen. C'est la même inquiétude que nous avons concernant le reporting pays par pays inclus dans la loi Sapin 2. Initialement conditionné à l'adoption d'une directive européenne, il semble que le gouvernement soit en passe de laisser passer une mesure qui se solderait par l'instauration d'un cadre franco-français, ignorant l'adoption d'une mesure à l'échelon européen. En clair, nos politiques sont en train d'imposer, encore une fois, aux seules entreprises françaises, l'obligation de dévoiler tous leurs comptes à leurs concurrents qui, eux, n'ont pas ces obligations. À quoi bon présider un conseil de l'attractivité en y réunissant des entreprises étrangères pour leur vanter les mérites de notre politique économique si, par la suite, on laisse de telles mesures entrer en vigueur? C'est là aussi de grandes inquiétudes qui planent sur notre attractivité et sur notre compétitivité. Donc, vous voyez, alerte rouge sur l'attractivité de la France et sur la compétitivité de nos entreprises à travers ces trois initiatives, PLF, loi Sapin 2 et le projet de loi devoir de vigilance. Deuxième sujet, je voudrais également parler avec vous ce matin du sujet de l'assurance chômage. C'est un sujet très important pour les Français et pour les chefs d'entreprise. Nous avons récemment rappelé que nous étions prêts à reprendre la négociation qui n'a pas abouti en juin dernier. Mais si nous n'avons pas signé en juin, c'est en partie pour une raison. Les syndicats faisaient de la taxation des contrats courts un préalable. Ce préalable est inacceptable pour une seule raison, taxer le travail produit du chômage. C'est donc une question de cohérence et d'efficacité. Soit notre but est de lutter contre le chômage, et alors nous essayons de trouver ensemble les solutions les plus efficaces, soit le but de certains autour de la table est de continuer leur mauvais numéro de cirque, et alors, c'est très clair, ce sera sans nous. Je trouve savoureux que certains maintenant parlent du diktat du patronat qui refuse de discuter si le préalable est la taxation des contrats courts. Dans l'art de la langue de bois, on atteint des sommets, car on pourrait tout aussi bien parler de diktat des syndicats à vouloir nous imposer la taxation des contrats courts comme préalable. Je pense qu'il faut raison garder et je redis que nous sommes toujours prêts à discuter, mais que si on veut un accord, il ne faut pas venir avec des solutions toutes faites. La taxation des contrats courts, notamment, qui en plus ne mène à rien. Sur le fond, le sujet de la multiplication des contrats courts est le signe de deux phénomènes. Tout d'abord, notre marché du travail est de plus en plus rigide et les seuls espaces de liberté que représentent les contrats à durée déterminée sont des outils plébiscités par les entreprises. Et deuxième point, notre mode de calcul actuel des indemnités chômage pousse une partie de la population à multiplier contrats courts entrecoupés par des périodes de chômage, ce qu'on appelle la permittence. On voit là qu'on est dans le jeu du mistigris, personne ne veut bouger et chacun veut faire porter l'échec à l'autre. On peut jouer longtemps à se dire « arrêtons les déclarations et travaillons ». Nous pouvons le faire en deux phases. Nous proposons en fait une méthodologie en deux parties. Première partie, qui serait une phase 1, ce serait de faire un diagnostic et surtout d'avoir une vision commune. On pourrait élaborer avec nos homologues syndicaux un diagnostic partagé sur les mutations en cours et ses impacts sur le marché du travail, mais aussi sur le financement de notre modèle de protection sociale, et tout particulièrement en lien avec les mutations numériques. Alors que le nombre d'auto-entrepreneurs et d'indépendants progresse fortement et progresseront très certainement encore plus, quel impact cela aura sur le financement de la protection sociale et notamment sur l'assurance chômage, par exemple? Au-delà, à quoi ressemblera dans un monde numérique nos cotisations sociales? Un tel travail de diagnostic, de vision, pourrait s'effectuer avec l'appui de France Stratégie, par exemple. Il faut qu'on se propulse à 2020-2025 pour réfléchir sur ces thèmes extrêmement importants de l'évolution, je dirais, du salariat, des travailleurs indépendants, de l'auto-entrepreneur, de nos métiers et des cotisations et la protection sociale liée à ces nouveaux métiers et ces nouveaux statuts.
Une fois ce travail de partage d'une vision commune, nous pourrions rentrer dans une phase 2 qui serait un diagnostic, un débat, reprendre un nouveau round de discussion pour ainsi aboutir à un accord cohérent avec les bouleversements actuels et les bouleversements futurs. Je pense qu'il en va de notre responsabilité de partenaire social que de nous saisir sans plus attendre des conséquences des mutations en cours sur le travail, sur les métiers, sur nos entreprises, sur les business models qui vont changer, sur le marché de l'emploi, et donc sur le financement de notre modèle social. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'assurance chômage. Troisième point et dernier point de mes propos, le MEDEF n'est pas qu'en défense. Il est aussi à l'offensive, et je voudrais balayer rapidement avec vous nos prochains rendez-vous qui sont liés aux 4 grandes mutations, justement, dont nous avons beaucoup parlé, dont j'ai parlé aux universités d'été, dont nous avons parlé dans ce livre « Le monde change et la France ». Du 24 au 28 octobre, nous avons une délégation de chefs d'entreprise. Je mènerai une délégation de chefs d'entreprise en Chine pour essayer de mieux comprendre la mutation mondialisation. En novembre, nous lancerons au MEDEF un MOOC, donc un outil numérique, pour les TPE-PME. Mutation numérique. Nous lancerons le 3 novembre les Olympiades des métiers. Nous participerons à l'Olympiade des métiers World Skills. Le 7 novembre, nous serons dans le lancement, le lancement du train de l'emploi et de l'alternance avec Pôle emploi, ADECO, l'AFPA et la SNCF. Le 15 et 16 novembre, j'accompagnerai une délégation de chefs d'entreprise au Maroc pour la COP22. Le 21 et 25 novembre, nous serons dans la semaine école et entreprise où nous serons très actifs. Le 6 et 7 décembre, il y aura le lancement des forums de la jeunesse et de l'entrepreneuriat Afrique-France. Début janvier, je serai aux États-Unis et j'accompagnerai une délégation à l'occasion du Consumer Electronics Show à Las Vegas. Et mi-janvier, je serai à Bamako, au Mali, pour le forum de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. En janvier, nous remettrons le prix de l'excellence opérationnelle, MEDEF France Qualité, avec un dépôt des dossiers sur le site prixexcellenceopérationnelle.com jusqu'au 30 novembre. L'idée de ce prix, c'est de favoriser et d'encourager l'excellence opérationnelle. Vous savez que dans nos entreprises, il y a bien sûr l'innovation qui est fondamentale, mais une innovation sans maîtriser les processus, les process, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je dirais que les deux mamelles de la performance entrepreneuriale, c'est l'innovation d'un côté, la discipline et les process de l'autre, pour livrer des services ou des produits en temps, en heure, en qualité, au prix de revient escompté. Donc nous souhaitons relancer ce prix de l'excellence qualité, ce prix de l'excellence opérationnelle. Voilà ce que nous allons faire dans les 2-3 prochains mois. Vous voyez que nous sommes très actifs pour accompagner nos entreprises et les entrepreneurs, notamment nos TPE, nos PME, nos ETI, sur des relais de croissance que nous avons identifiés. Mondialisation, bien sûr, numérique, entrepreneuriat, développement durable. C'est important, c'est même la clé, et je crois sincèrement que notre rôle au MEDEF, c'est à la fois de défendre les entreprises et les entrepreneurs, mais aussi de les aider à grandir, à croître, à se développer, et être plus fortes et plus performantes. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Sur le dossier de l'assurance chômage, je pensais qu'il y avait urgence à résoudre le problème du déficit. Si je comprends bien la méthodologie que vous venez de nous présenter, l'urgence, vous l'oubliez, puisque c'est quelque chose qui est à moyen terme. C'est un chantier qui s'ouvre à moyen terme et même peut-être un peu à long terme, d'après ce que je comprends. Non, si vous voulez, nous, on a prévu de faire tout ça en 6 mois. C'est possible. Les 3 premiers prochains mois seraient avant Noël. De faire cette vision, ce partage de ces mutations, de cette vision commune. Et puis en effet, si on est très efficace, derrière, de pouvoir faire sur le premier trimestre, de nouveau, un débat, une négociation fort de cet objectif commun qu'on aurait partagé entre octobre, novembre et décembre. Donc vous voyez qu'en 6 mois, en étant efficace, on peut s'en sortir avant mai 2017. Jean-Christophe Chanu, La Tribune. Oui, mais sur les CDD, vous dites
dites qu'en plus, ça ne serait absolument pas utile de taxer les CDD. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un ici qui peut en témoigner, on a eu les comptes de l'assurance chômage pour l'année 2015. On voyait très bien le déficit qu'il y avait en matière de cotisation, le rapport entre cotisation et dépenses concernant les CDD. Parce que si on fait sur les CDI, en fait, le régime assurance chômage, il est parfaitement équilibré. En plus, si on ne devait pas verser 10% chaque année à Pôle emploi, on serait encore plus équilibré. En revanche, on voyait que pour l'intérim et pour les CDD, les comptes sont manifestement déficitaires. Vous avez parlé de la permittence, vous n'avez vraiment pas l'impression qu'il y a une espèce de dérive du système. Alors excusez-moi, on ne va pas se rajeunir, mais est-ce qu'on ne paye pas là aussi quelque chose que votre père, il y a 30 ans, a mis en place? J'étais déjà là avec quelques autres. Bravo, félicitations. Oui, ça conserve le social. Ça conserve. Il y avait ce qu'on avait appelé les encas, qui étaient très chers à votre père. Ouais. Et il y avait aussi beaucoup d'autres. Il a cogné comme un sourd sous les années Mitterrand pour obtenir un maximum de CDD, pour que le recours au CDD soit facilité, etc. Il a eu gain de cause. Il a eu gain de cause. Alors maintenant, ce qui devait arriver arriva. Vous avez tellement demandé qu'il y ait une simplification des recours au CDD qu'on y est arrivé. Et maintenant, donc, vous le savez comme moi, 80% des recrutements se font en CDD. Bref, maintenant, du coup, ça a des conséquences sur l'assurance chômage, ce que vous appelez la permittence. Et vous dites que taxer les CDD, ça ne servirait à rien. Et surtout pour les comptes de l'assurance chômage. Vous êtes certain? Mais écoutez, je pense, si vous voulez, qu'on a déjà taxé en 2013, et c'était pas moi, c'est l'équipe précédente, mais j'assume parfaitement. Et on a vu que ça s'avère strictement à rien, puisqu'en fait, ça a permis juste de réduire la durée d'utilisation des CDD dans les comptes. Donc ça ne sert à rien, ça n'a absolument pas redémarré, je dirais, l'emploi d'une part et réduit le déficit. Donc je dirais qu'on l'a déjà fait, ça c'est le premier point, ça n'a pas marché. Deuxième point, si vous voulez, avant de taxer de façon pavlovienne, et je rappelle ça, si vous voulez, en France, on est toujours en train de taxer. Quand on n'a pas d'imagination, on taxe. Il faut arrêter de taxer, si vous voulez. Moi, je dis surtaxer tue. Ça tue l'attractivité, ça tue la compétitivité, ça tue l'emploi. Il faut donc pas taxer, il faut réduire. Plutôt que de taxer les CDD, qui sont le seul moyen, je dirais, de flexibilité que nous avons, il faut se poser la question de l'attractivité du CDI. Pourquoi les gens, les entrepreneurs, je dirais, n'embauchent pas en CDI? C'est la seule question qui vaille. Et vous le savez, c'est écrit magnifiquement bien dans un livre de Karine Charbonnier que je vous recommande. Patron, tenez bon. Elle explique le délire dans lequel nous sommes. C'est un délire. Donc celui qui embauche en CDI, c'est un héros. C'est un héros national. Et d'ailleurs, ceux qui ne croient pas, je les mets au défi d'embaucher, de créer leur entreprise, d'embaucher en CDI. Et après, je vous assure, ils viendront tous au MEDEF. Sûr. Donc si vous voulez, avant de taxer comme des fous sur les seuls endroits de flexibilité, regardons le problème des CDI. Il faut embaucher plus en CDI, oui. Il faut lever les quelques contraintes qu'il y a sur le CDI pour éviter en effet qu'on ait peur. Donc aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise passent par la case intérimaire, CDD, et lorsqu'ils ont une visibilité suffisante, ils embauchent en CDI. Il faut avoir une visibilité suffisante, parce qu'on sait que si on est sur des marchés en forte variation vers le haut et vers le bas, vous embauchez pas en CDI. C'est trop risqué. C'est trop risqué pour la personne en plus. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, c'est pas du tout une bonne idée de taxer les CDD. Par contre, en effet, nous avons regardé, nous sommes ouverts à regarder ce problème de permittence, c'est-à-dire en fait l'alternative entre des CDD et des périodes de chômage. Typiquement 3 jours de CDD, 2 jours de chômage, 3 jours de CDD, 2 jours de chômage. Avec, c'est vrai, je dirais, c'est un outil qui est utilisé par certaines branches, certaines filières, certaines entreprises et qui arrange tout le monde. Bon, on se dit, là, il y a sans doute un moyen, peut-être, de regarder comment on pourrait faire, mais en n'arrivant pas sur une taxation, si vous voulez, globale du coût du travail. Il faut baisser le coût du travail d'une façon générale. Donc, c'est pas en augmentant les CDD qu'on va s'en sortir. Oui, madame, pardon. Oui. Bonjour, Florence Bonjour. Mérez, Actuel RH. Il y a environ 2 semaines à peu près, le patronat a quitté le groupe de dialogue sur les discriminations. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser les points de crispation? Parce qu'on a eu un communiqué qui n'était pas très explicite. Mais écoutez, c'est très simple. Si vous voulez, nous, d'abord, je voudrais vraiment insister sur le fait que la diversité, pour nous, c'est un atout. Pour moi, c'est une chance, c'est un atout. Donc la diversité, c'est ce que j'appelle le cerveau collectif. Quand vous avez que des ingénieurs de la même école dans une équipe, eh bien, vous avez des produits qui ne se vendent pas. Voilà. Donc, quand vous voulez travailler, quand vous voulez fonctionner, plus vous avez des gens je dirais, différents, de cultures différentes, de métiers différents,
plus dans un monde qui bouge, dans un monde d'innovation, dans un monde où vous êtes toujours en train de chercher quelque chose de nouveau, parce que nous sommes dans ce monde-là. Eh bien, il faut aller chercher au-delà du carré. Au-delà du carré, eh bien, c'est la diversité. Donc, ça, c'est le premier point, c'est très important pour nous. Après, si vous voulez, ce groupe de discrimination, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu, en effet, des ONG, des gens, des participants qui ne connaissent pas l'entreprise, qui ne connaissent pas du tout l'économie et qui arrivaient avec des postures totalement idéologiques. Et je dirais anti-économiques. Donc, si vous voulez, c'est pas possible de continuer avec un groupe comme ça où vous avez des gens qui font de la politique et pas de l'économie. Voilà. Donc là, on ne suit pas. Mais par contre, nous sommes très motivés par le sujet de la biodiversité. On le montre dans nos entreprises, on le montre par nos déclarations et on le montre par nos actions déterminées qui sont l'entrepreneuriat dans les quartiers et un certain nombre de choses que nous faisons, par patrons champions du changement qui sont d'essayer d'avoir plus de femmes dans nos organismes, dans nos institutions, dans nos groupes de direction. Tout ça, ce sont des choses que nous faisons et que nous faisons par l'exemple, par la motivation, par l'incitation. Donc, le groupe discrimination risquait de nous conduire vers de nouvelles obligations, de nouvelles contraintes. Et ça, si vous voulez, dans le flot actuel des contraintes, des obligations que les chefs d'entreprise ont déjà sur la tête en France, je dirais, on a préféré quitter la table. Voilà. Écoutez, on peut imaginer des quotas, des pourcentages, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, si vous voulez, qui permet d'obligation, alors qu'on se dit non, c'est par l'incitation, c'est par la motivation, c'est par l'exemplarité. Et j'étais donc avec Christian Nibourel d'Accenture, que je vous recommande, parce qu'il fait beaucoup de choses dans sa société en France, Accenture, sur cette question de la diversité, de l'intégration. Ils font des choses formidables. Il y a quelques exemples qu'il nous a donné l'autre jour en conférence de presse, à l'occasion de la sortie de ce sondage sur la discrimination, sur les salariés. Et on voit en effet que les salariés, en fait tous les gens de cet observatoire de la discrimination, eh bien, je dirais, ont de plus en plus confiance dans les entreprises, dans la façon de gérer les entreprises, et ces problèmes-là, par rapport aux salariés qu'on a consultés, s'améliorent progressivement. Donc je dirais que ça allait plutôt dans le bon sens. Alors après, il y a des problèmes à régler, bien sûr. Il y a un environnement que vous connaissez en France qui n'est pas simple. Mais si vous voulez, on ne va pas régler les problèmes par de nouvelles contraintes, de nouvelles obligations. On a déjà la tête sous l'eau. Si c'est pour nous rajouter, pour nous fermer, pour nous mettre la tête encore 10 cm en dessous de l'eau, la surface de l'eau, je dirais que ça irait dans de très très mauvais sens. Donc nous préférons parler. On veut bien, en effet, ouvrir des discussions, des débats, mais avec des gens qui sont dans l'entreprise, qui sont des gens de l'entreprise et pas des gens extérieurs à l'entreprise qui font de la politique. Oui, madame. Leïla de Comarmont, Les Échos. Je reviens sur l'assurance chômage. Quand vous parlez permittence, vous parlez du problème des allocations chômage. Dans votre deuxième intervention, vous avez quand même évoqué les entreprises elles-mêmes qui ont ces pratiques. Est-ce que vous considérez que ce serait intéressant comme piste de travailler sur une hausse des cotisations des entreprises qui usent et abusent de la permittence? Non. Non, il faut changer de référentiel. Il ne faut pas, si vous voulez, que pour une journée de travail, vous ayez droit à une journée de chômage. Il faut le faire sur une moyenne de 15 jours ou sur une moyenne d'un mois. Et si vous avez travaillé sur un référentiel d'un mois, si vous avez seulement travaillé 15 jours sur un mois, vous avez droit à 15 jours de chômage et pas un mois de chômage. Donc c'est un problème de référentiel de la durée de travail par rapport à la durée de chômage. Et donc c'est pas ça revient à, je dirais, à mettre de l'ordre dans ce dispositif. Mais encore une fois, pardon. Mais c'est le côté. Oui, c'est le côté, si vous voulez, de ne pas abuser du système, ni par les chefs d'entreprise, ni par les salariés. Et donc, il y a des petits arrangements entre amis aujourd'hui qui arrangent tout le monde et qui se fait sur le dos de l'UNEDIC. Donc, c'est ça qu'on voudrait remettre sur la table, je dirais, de la négociation. Après, je n'ai pas les solutions. Je ne vous dis pas c'est la recette miracle. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Vous le savez, depuis le début, nous avons deux axes très forts au niveau du MEDEF pour l'assurance chômage. Nous avons à aider les populations qui sont vraiment à risque, qui sont loin de l'emploi, à les aider à se former, à trouver un emploi. Ça, c'est très important pour nous. Ne pas laisser des gens au chômage et sans formation. Vous savez qu'aujourd'hui, un chômeur, il met 7 mois avant de rentrer en formation. Donc, je le redis, ça, c'est un vrai sujet. Il faut qu'il mette quelques semaines, pas 7 mois. Première erreur. Deuxième erreur, vous avez des abus
vous le savez, qui fait que des gens préfèrent rester au chômage et faire du travail au noir plutôt que de trouver un travail. Et ça, j'ai des exemples toutes les semaines de chefs d'entreprise qui cherchent des métiers. On cherche beaucoup de gens en France, dans l'industrie notamment, dans les services, et qu'on ne trouve pas. Dans des bassins d'emploi où il y a beaucoup de chômage, eh bien, on voit ces abus. Donc il faut dire, faut appeler un chat un chat. Alors là, vous avez des solutions, en effet, de type, on renforce les contrôles avec les partenaires sociaux. Dans certains pays, les partenaires sociaux sont ensemble pour contrôler les abus. Celui qui refuse 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh ben, il est pénalisé. Et puis après, vous pouvez mettre une sorte de dégressivité intelligente. Intelligente. Pourquoi intelligente? Parce qu'une dégressivité sèche peut toucher des gens qui cherchent vraiment, qui n'ont pas les formations, et on les met encore plus dans des situations extrêmement difficiles. Donc intelligente, ça veut dire qu'on chasse les abus et pas, je dirais, qu'on tape sur la tête des gens qui ont vraiment des problèmes. Donc voilà ce que je suggère comme 2 pistes, mais ce sont des pistes que nous avons poussées depuis 1 an. Nous sommes prêts à les revoir, les rediscuter avec les partenaires sociaux, et nous sommes prêts à écouter les autres pistes des partenaires sociaux. Je pense qu'il faut vraiment partager cette vision des changements, si je peux me permettre, parce que revenir sur ce qu'on a déjà discuté il y a 1 an, je crains qu'on arrive à la même situation. Je pense qu'il faut vraiment se propulser à quelques années. Aujourd'hui, vous avez des changements majeurs qui se passent dans toutes les entreprises, dans toutes les filières. Vous connaissez l'ubérisation de l'économie sur des taxis. Ça touche tout le monde. Ça touche le tourisme, ça touche l'hôtellerie, la restauration, la grande distribution, le commerce. Ça touche l'industrie. Ça touche tous les secteurs. Et tous les secteurs, nous sommes aujourd'hui dans une révolution numérique. À Radial, je fais un plan 2025 pour savoir comment Radial pourrait disparaître en raison de jeunes start-upers qui pourraient vendre autre chose que des composants électroniques. Eh bien, figurez-vous qu'on trouve des choses incroyables. Avec l'imprimante 3D, l'impression 3D, vous avez des bousculements incroyables. Des gens, Boeing et Airbus, pourront peut-être fabriquer eux-mêmes leurs composants. Et nous, qu'est-ce qu'on va vendre? Bon, il faut se poser la question. Tout le monde est concerné. Donc, si vous voulez, ça veut dire que les métiers vont être bousculés. Ça veut dire que nos jeunes, en plus, nos jeunes aspirent à autre chose que du salarié pur et dur. Donc, comment on travaille à ces mutations qui impliquent des différences de statut et donc de protection sociale. Il faut revoir ce problème de modèle social, de protection sociale, pour en effet continuer de protéger ces salariés, ces travailleurs indépendants, ces auto-entrepreneurs, ces fonctionnaires, et tout ça se boucle. On imagine des gens qui pourront changer, qui seront très mobiles, et il faut que ça suive au niveau de la protection sociale. Mais si on ne regarde pas ce problème-là comme ça, vous serez de nouveau dans un problème de « donne-moi ça et je te donne ça ». Et ça ne marche pas. Ça fait 30 ans que ça dure, ça ne marche pas. Parce qu'après, le coût du travail est au top. Et on ne sait plus embaucher, on n'est plus compétitif. Oui. Moi, je reviens 30 secondes encore une fois sur l'assurance chômage. Mais alors, des dispositifs un peu plus affinés, comme on proposait la FEP, c'est pas franchement des dangereux gauchistes, hein, la FEP, ou voire Pierre Cahuc, qui n'est pas non plus un dangereux gauchiste, il vient de l'écrire, il s'est fait bien remarquer pour ça. Il propose un système de bonus-malus en fonction du comportement des entreprises. Alors, le comportement des entreprises, on peut l'apprécier de différentes façons, en fonction de la moyenne de la branche par rapport au nombre de CDD, par rapport au rapport entre cotisation et combien coûte un chômeur qui a quitté l'entreprise en question. Est-ce que vous seriez quand même prêt à aller vers une idée de bonus-malus en fonction du comportement des entreprises ? Écoutez, ça fait partie des orientations, pourquoi pas, mais moi je dis, si vous voulez, le malus aujourd'hui, on en a déjà beaucoup, et on sait ce qui se passe en général. Moi, je ferme aucune porte, si vous voulez, mais il faut que le malus soit extrêmement faible et un bonus très important. Pourquoi? Mais attendez, pourquoi? Je reviens au problème de l'emploi. Si vous voulez, quand vous êtes obsédé par la création d'emplois et pour aller vers le plein emploi, vous arrivez sur l'entreprise, vous arrivez sur la fiscalité du coût du travail et sur la fiscalité générale. Donc si on commence à mettre des dispositifs où vous avez des malus de nouveau qui frappent, je veux bien avoir de l'incitation. Je pense que la meilleure incitation aujourd'hui par rapport au niveau de coût du travail, au niveau de taxes, c'est des bonus. C'est de l'incitation positive. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, que nous avons applaudi sur la taxe essence, TVA essence, qui se rapprocherait de la TVA diesel. Ben bravo, c'est un bonus, ça met un comportement. Le crédit impôt recherche, c'est un bonus, une incitation positive, incitative. Vous avez des dispositifs qui sont des incitations fiscales. Nous pensons qu'au niveau de surtaxation où nous sommes, au niveau du coût du travail sur toutes les et de fiscalité, le malus aujourd'hui ne nous paraît pas une bonne idée. Voilà. Et donc nous sommes plutôt sur de l'incitation qui permet de libérer les talents, les énergies et la compétitivité d'entreprise. Alors, toujours sur l'assurance chômage, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de dégressivité intelligente. Alors, vous faisiez allusion
aux allocations, j'ai compris. Mais il y a une idée qui a été posée sur la table au début de la négociation, qui a échoué au printemps dernier par la CFDT, qui est de mettre en place des cotisations assurance chômage dégressives dans le temps, frappant tous les types de contrats. Et en fait, la logique de cette proposition, c'est de faire en sorte que plus l'emploi dure, moins il est taxé, y compris les CDI. Ça veut dire que les CDI seraient moins taxés qu'aujourd'hui. Donc là, il y a, si on va jusqu'au bout de la logique, il y a même, c'est un bonus. Enfin, je ne veux pas me faire l'avocat de la CFDT, mais pourquoi cette proposition ne recueille pas de vos faveurs, enfin, ou alors peut-être que si, elle recueille vos faveurs, mais dites-le-nous alors. Vous voyez qu'il y a des pistes, des dégressivités de cotisation, c'est une bonne idée dans le temps. Enfin, je ne vois pas le contre-indication. Je n'étais pas le chef de la négociation au niveau du MEDEF, donc je sais qu'il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de propositions qui ont été mises sur la table par le MEDEF en tout début de négociation, et que progressivement, les unes après les autres, elles ont été refusées, rejetées. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont été retenues. Le seul problème, c'est qu'on a fait une condition dictat qui était surtaxer les CDD, sinon on ne prend pas. Et ben, là, on a dit, écoutez, désolé. Alors, la dégressivité, non mais écoutez, non, mais attendez, je vous écoute avec attention. Si en effet, vous êtes que dans une incitation, c'est une solution qu'on peut regarder, à partir du moment où il n'y a pas de malus de l'autre côté. Voilà. C'est le système qu'il faut regarder. Si vous voulez, le problème, vous savez, on nous dit toujours, mais les patrons doivent payer dans une négociation comme ça. Alors je dis d'abord, les patrons, ils ne payent pas. C'est l'entreprise qui paye. Et quand l'entreprise paye, c'est en fait qu'on accepte des coûts des cotisations qui augmentent ou de la fiscalité qui augmente, ce qui se passe depuis 30 ans dans ces négociations, eh ben vous pénalisez l'emploi, vous pénalisez la compétitivité. Donc je suis désolé de rappeler et de rabâcher qu'il faut arrêter de faire du donnant-donnant. Non, je ne sais pas une assemblée de copropriétaires, comme j'ai dit. On n'est pas en train de s'échanger des couteaux contre des petites cuillères. Il faut regarder le système. Donc si en effet ce système-là permet de changer les comportements du système, des acteurs, bravo. Ce qu'on voudrait éviter, c'est de nouveau se prendre une gifle sur les cotisations. Voilà. Donc, nous sommes prêts à étudier ce dispositif. Il est sur la table depuis D'accord. très longtemps. Je ne sais pas si Alexandre Sobo, mon vice-président du social, a une remarque à rajouter sur... Non, mais la remarque, elle est liée aux assiettes. C'est-à-dire que quand on regarde le marché du travail, quand on regarde le nombre de contrats, effectivement, il y a beaucoup plus de contrats courts parce qu'il y a une augmentation du nombre de contrats très courts, sans qu'il y ait aucune baisse du nombre de CDI. Le nombre de CDI conclus par année sur la dernière période, à part les effets de la crise, est stable. Donc la déformation du marché du travail n'est pas liée à une transformation de CDI en CDD, mais à un raccourcissement de la durée des CDD sous l'effet d'un certain nombre d'éléments qui ont été décrits par le président et d'autres dont on pourra parler. Et quand on parle de modulation, on va monter les cotisations sur une assiette qui va être en valeur très faible, et on va les baisser sur une assiette qui est, elle, très importante. Et donc si on dit, comme il y a 4 milliards de déficit à l'assurance chômage, ça doit être neutre, on a des effets qui sont totalement insensibles sur la baisse. Si on dit qu'on va taxer les ordres de grandeur qui étaient discutés, c'était 50 à 100 millions sur les contrats courts dans son enveloppe maximum, les chiffres dont on a discuté étaient plutôt entre 30 et 50. Disperser 50 millions de hausse de cotisation sur les contrats courts en baisse de cotisation sur tous les CDI, par exemple, il n'y a pas un chef d'entreprise en employé en CDI qui va l'avoir. C'est 0,01 ou enfin, le pourcentage est insignifiant. Et donc la perception d'une mesure de modulation quand les deux assiettes sont aussi différentes, c'est bien une taxation supplémentaire des contrats courts, personne ne mesurant l'effet epsilonesque sur les CDI. Des CDI. Et pour que ça fonctionne, il faut mettre 300 ou 400 millions d'euros sur la table de baisse globale de cotisation. Et là, il nous a semblé en responsabilité, même si on est naturellement partant pour les baisses de cotisation, quand on fait un régime qui est autour de 4 milliards de déficit, proposer 400 millions de baisse de cotises, même si elle est partagée entre employeurs et salariés, n'était pas une mesure très responsable. Et c'est bien pour ça que la modulation est une idée dans son principe, auquel le président l'a dit, on ne s'oppose pas. Mais quand on regarde de près les modalités, c'est quelques points de hausse sur les CDD, c'est rien du tout sur les CDI. Donc en fait, le résultat de ça serait perçu par tout le monde, et notamment par tous les chefs d'entreprise, comme une augmentation de la taxation des CDD. Et c'est bien ça la difficulté. Absolument. Merci. Alexandre. Bonjour. Bonjour. Anne de Guigné au Figaro. Je voulais revenir sur le calendrier. Oui. Dans une interview
à Leïla, aux Échos, il y a quelque temps. Oui. Vous avez donné l'échéance de mai 2017 pour l'assurance. Et on comprend bien que, compte tenu du programme de certains candidats, vous ayez envie de voir qu'est-ce qui va se passer avant de prendre des décisions. Ça me semblait logique. Donc aujourd'hui, vous dites que vous avez changé. Vous fixez des nouvelles règles au premier trimestre. Non, j'ai rien changé du tout. Vous savez, mai 2017 pour nous, c'est bien. Il y a des choses qui peuvent se passer. Ça peut ne rien faire. Donc nous, on n'est pas accroché au MEDEF à l'élection de mai 2017. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'assurance chômage, il faut le régler. On préfère le régler avec les partenaires sociaux, plutôt que laisser X ou Y régler ça pour nous. Donc c'est important, je le rappelle, je préfère 1000 fois qu'on règle ce problème d'assurance chômage avec des partenaires sociaux, plutôt que laisser l'État le faire. Troisième point, je parle de mai 2017, parce qu'en effet, on ne sait pas ce qui va se passer en mai 2017, et ça nous laisse aujourd'hui du temps. Nous sommes en octobre, 15 octobre, il reste 7 mois. Avant cette élection. En 7 mois, on peut faire beaucoup de choses, d'autant plus qu'on n'est pas très sollicité aujourd'hui en tant que partenaire. Donc profitons de ces 7 mois pour évacuer ce problème, le régler intelligemment. Je propose que ces 7 mois soient utilisés en deux phases. Phase 1, d'ici Noël, réflexion sur la vision, sur les modes de travail de demain, le numérique, la protection sociale, le financement de la protection sociale, l'assurance. Ce sont des sujets, j'espère, que les partenaires sociaux regardent, et depuis des années. J'espère qu'ils ne vont pas débarquer. Nous ne pensons qu'à ça. Qu'est-ce que va être l'influence du numérique dans tout ça? On peut pas, c'est impossible de se dire on gère à la petite semaine. C'est tellement monstrueux ce qui va nous arriver, à la fois en opportunité. La France est très bien placée. Regardons ça, partageons ça avec nos partenaires sociaux. Formidable. En plus, c'est enthousiasmant de se propulser dans l'avenir. Donc moi, je propose que d'ici à Noël, on fasse cet exercice de prospective ensemble. Et je pense que France Stratégie pourrait être un bon médiateur pour le faire. Alors après, on peut le faire à travers un groupe politique des partenaires sociaux qui existe. Et on auditionne des gens qui viennent nous expliquer les mutations du monde. Ça, c'est une première remarque, une première option. La deuxième option, c'est qu'on ne veut pas réunir ce groupe politique et on demande à France Stratégie ou à un autre de nous réunir. C'est un peu moins bien, mais ça marche aussi. Et à ce moment-là, fin décembre, j'espère que vous pouvez partager un constat. Alors deux choses, une vision à 2025, le constat sur les 4 milliards je dirais, de déficit de l'UNEDIC et sur le fait qu'il faut réformer avec les chiffres que vous connaissez. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez attaquer, je dirais, un débat, une discussion, une négociation, sans doute un peu plus armée par des choses que vous aurez fait ensemble. Voilà ce que je propose en phase 2. Et ça peut nous amener à avril-mai. Et là, formidable. Quoi qu'il advienne en mai, eh ben, nous avons pris nos responsabilités en partageant une vision commune, quelque chose d'important. La vision de demain, c'est fondamental aujourd'hui. C'est vrai dans tous les secteurs, dans toutes les filières. Voilà. Pardon, et vous avez testé un peu le terrain auprès de vos Écoutez, pas complètement. Pas complètement. Nous sommes en train de les tester. Nous allons envoyer un courrier pour expliquer tout ça très calmement et ce que je viens de vous dire pour voir un peu leur. Voilà, nous tendons la main pour dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'on propose. C'est une proposition. Après, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Bonjour, Laurence Dequet à Marianne. On a vu là au premier débat de la primaire en fait une surenchère dans la remise en cause de la place des syndicats, du dialogue social. Et je voulais savoir quel regard vous portez sur ces débats-là. Et la deuxième question, c'est un article qui est paru hier dans Libération, qui est signé par mon confrère Luc Payon, qui a examiné en fait comment vous comptabilisiez les milliards de hausses d'impôts dans les entreprises. Et il juge, lui, que le MEDEF invente 16,4 milliards de hausses avec des arguments précis. Oui. Je voulais votre commentaire là-dessus. Oui, alors si vous voulez, d'abord votre première question sur le dialogue social. Je pense que je pense, si vous voulez, que le dialogue social doit être le plus possible dans les entreprises, de façon constructive, de terrain, pragmatique, et le moins possible politisé ou idéologique. Bon, donc ça c'est le premier point. Je pense qu'en effet, c'est une leçon à prendre aujourd'hui par rapport à la loi El Khomri, par rapport à des... Moi, j'ai été très choqué de voir en effet des postures de certains syndicats qui étaient très lutte des classes, très rapport de force en permanence, avec des slogans très anti-économie de marché, très anti-entreprise. Donc je dirais, là, je suis choqué.
par ses comportements, par ses postures. Je le dis, je le rappelle. Et je ne sais pas comment on peut discuter de quoi que ce soit avec, je dirais, ce genre de syndicalisme. Moi, je suis pour un syndicalisme de terrain, pragmatique, non politique, et qui va travailler sur la compétitivité. Je rappelle mes 2 rendez-vous avec, le syndicaliste en chef, Rainer Hoffmann, patron de la DGB, et puis le chef des syndicats européens, qui est un Italien, Vincentini, je crois, en discutant avec eux au moins 1 heure. Leur obsession, et je leur ai posé la question, c'est la compétitivité des entreprises. Compétitivité. Pourquoi? Parce que compétitivité des entreprises, c'est du long terme. C'est la garantie du métier, de l'emploi, de la formation, du pouvoir d'achat par le travail, de la fierté par le travail. C'est ça, si vous voulez. Donc si on ne partage pas ça, c'est compliqué de discuter. C'est compliqué de discuter. Voilà. Donc moi, j'adorerais que, en face de nous, en effet, il y ait, je dirais, des syndicats qui partagent au moins le fait que l'entreprise, c'est précieux, c'est là où ça se passe, et que l'entreprise doit s'adapter en permanence. Donc il faut partager ces mutations du monde, et je pense que c'est un exercice qui sera très salutaire de le faire avec les 5 partenaires sociaux. Après, si vous voulez, heureusement, parmi nos 5 partenaires sociaux, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, parce que vous avez 2-3 syndicats qui sont des syndicats dits réformistes, et avec lesquels on peut travailler, avec lesquels on peut débattre, on peut discuter. Le seul point que j'ai un tout petit peu de différence aujourd'hui avec la CFDT, c'est la pénibilité, où là, en effet, ça a vraiment brouillé nos relations. Donc voilà, je vous dis, alors au-delà de ça, si vous voulez, qu'on remette en cause, par exemple, le monopole syndical au premier tour, c'est une piste à travailler. Il faut regarder si c'est bien, si c'est pas bien. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet au MEDEF, et je pourrais vous donner éventuellement des réponses d'ici à quelques semaines. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut aussi regarder la représentativité des syndicats dans le salariat. Quand vous avez des syndicats qui représentent autour de 5%, je crois, des salariés privés, il y a un problème. Donc il faut regarder ça calmement, voilà, sans excitation, et en te disant, on veut construire l'avenir, on veut construire la France de demain, et je pense que j'adorerais qu'on partage un objectif, c'est le plein emploi. J'adorerais. Et vous savez que l'emploi, j'ai l'impression parfois d'être le seul en France à vouloir créer de l'emploi. C'est très pénible comme sensation, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc j'adorerais que dans nos discussions, eh bien, on puisse dire on veut aller à 6% ou à 5% de chômage. Et là, si vous voulez, ça changerait tout. Parce qu'on pourrait avoir des différences de tactique, de méthode, etc. Mais avoir un objectif dans un monde qui bouge, le monde du numérique de demain, avec les atouts qu'on a sous le pied en France, vous changez tout avec cet objectif partagé. Oui, pardon, deuxième question, Geoffroy. Oui, alors, donc l'article de Libération, Guillaume. Donc il y a un point sur lequel on est d'accord, il y a effectivement une erreur de à peu près 300 millions. Sur les 16 milliards d'écart, c'est une erreur, mais c'est une petite erreur. Après, le gros de l'écart vient de quoi? De la fiscalité locale, dont d'ailleurs le cabinet de Michel Sapin reconnaît volontiers qu'il ne l'avait pas pris en compte. Donc nous, on a fait une estimation sur la hausse de la fiscalité locale. Pourquoi on a fait une estimation? Parce que les chiffres que publie Bercy, malheureusement, ne détaillent pas la fiscalité locale entreprise de la fiscalité particulière. Ça n'est pas faute de demander à Bercy la transparence des chiffres. Donc on a été obligé de faire une estimation. Donc on prend volontiers le commentaire Libération en disant que c'est une estimation, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de hausse de fiscalité locale, parce que ça, les chiffres de Bercy sont clairs. On ne sait pas quelle part a été réservée aux entreprises, quelle part a été réservée aux ménages. Après, il y a un débat de fond avec Bercy. Pardon ? Mais alors, chère madame, il est clair que le raisonnement qui est le nôtre, c'est je payais combien en milliards d'euros, enfin, ou en disons milliers d'euros pour un chef d'entreprise en 2012. Mais d'ailleurs, on a pris 2010, puisque une partie de la hausse date de la fin du quinquennat précédent, ce qui montre qu'il y a... Ah, écoutez, c'est pas faute de l'avoir dit. Serge Jean-Christophe, c'est pas faute d'avoir dit, et je peux même vous dire que ça nous a été vertement reproché, Pierre peut en témoigner, par le président précédent à plusieurs reprises. Alors que très clairement, il y a eu une hausse de fiscalité ménages et entreprises à partir de 2010. Mais si je puis... Pas tout à fait. Mais si je puis me permettre de finir, après, il y a... Donc, la méthodologie, c'est de prendre la feuille d'impôt du chef d'entreprise en 2012 et la feuille d'impôt future, parce qu'elle n'est pas du chef d'entreprise en 2017. Est-ce que je paye plus de milliards d'euros ou de milliers d'euros à l'échelle micro
avant qu'après. Donc il y a fiscalité locale. Après, on a un débat avec Bercy, parce que Bercy nous dit, ah, mais quand on change l'assiette ou les possibilités de réduction d'impôts, par exemple sur les intérêts financiers, ça n'est pas une augmentation d'impôts. Malheureusement, c'est une augmentation d'impôts. Alors, ce n'est pas une augmentation d'impôts au sens où je n'ai pas augmenté le taux, mais si au total, l'impôt que je paye en 2017, enfin, que je paierai encore une fois en 2017, est plus élevé que celui que je paye en 2012, au regard du chef d'entreprise, enfin au périmètre de l'entreprise, et d'ailleurs au périmètre des ménages, c'est le même raisonnement, c'est une augmentation d'impôts. Donc nous, on maintient pour l'essentiel notre analyse qu'on est prêt à redétailler avec le journaliste de Libération dont je ne connais pas le nom, ou avec le cabinet de Sapin, avec lequel on serait ravi d'échanger un peu plus le détail de chiffres, parce que, je le dis souvent, là c'est presque un point de vue de citoyen, si on avait une transparence des chiffres de Bercy sur le détail des rentrées fiscales comme des contrôles fiscaux, je pense que le pays s'en porterait mieux. Voilà, dernière question peut-être. Oui, madame. Vous nous avez dit qu'il y a des syndicats avec lesquels on peut discuter, d'autres non. Je crois que dans votre entreprise, vous avez CGT et Sud, si je ne me trompe. Oui. Ça fait partie des syndicats avec lesquels on ne peut pas discuter, pour vous? Mais si on peut discuter dans les entreprises, vous avez parfaitement raison, on peut. Dans les entreprises, avec ça se passe tout le plutôt monde. bien. Mais on discute avec tout le monde. Bien sûr qu'on discute avec tout le monde. Après, si vous voulez, c'est au niveau national où parfois vous avez quand même des postures et des idéologies très surprenantes et qui ne vont pas dans le sens de l'attractivité de la France ni dans la compétitivité de nos entreprises. Donc vous rendez hommage à vos représentants CGT Mais et Sud. écoutez, je leur rends hommage parce qu'ils ont eu le courage de se présenter et ça se passe bien. Voilà. Merci beaucoup. Après, j'ai une autre question quand même à vous poser qui concerne les grandes entreprises, parce que vous nous avez expliqué comme c'était intéressant. Alors moi, je ne fais pas d'économie, je fais que du social, donc ça m'intéresse beaucoup quand vous dites que l'intérêt d'aider les grandes entreprises, c'est qu'un emploi, ça fait 7 emplois. Et donc, est-ce que vous dites au gouvernement qu'il vaudrait mieux mettre l'argent qu'ils sont prêts à mettre sur les petites entreprises, sur les grandes entreprises? Moi, de ce que vous me dites, je me dis qu'il aurait quand même intérêt à arrêter la mesure qu'il avait prévue pour les petites boîtes et à mettre pour les grandes entreprises. Non? Mais non, si vous voulez. Bon, écoutez, d'abord, il faut savoir que les grandes entreprises, le CAC 40, c'est un atout de la France. Si vous aviez plus de Michelin, de L'Oréal, de PSA, de Renault et d'autres entreprises, eh bien, je crois qu'on serait extrêmement affaibli. Donc, ce sont des vaisseaux amiral de la mondialisation. Ils font rayonner des services, des produits dans le monde entier. Ce sont un des atouts de la France. Deuxièmement, ce qu'on dit, c'est pas d'aider plus les grandes entreprises ou plus les PME, c'est d'aider tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et donc, il y a deux problèmes à régler en France. Vous le savez, je le répète. Vous avez toutes ces taxes de production qui sont de l'ordre de 55 milliards au-dessus du profit, du résultat d'exploitation, qui vient frapper à tous les étages du compte d'exploitation. Donc, vous faites 1 euro de chiffre d'affaires et vous êtes déjà taxé. Dans tous les autres pays du monde, et principalement en Allemagne, j'ai cité les chiffres, vous avez 179 taxes qui frappent avant le profit. En Allemagne, vous avez 3 taxes. 179 en France, 3 en Allemagne. Il faut regarder les chiffres. Là. Et donc, vous êtes en effet sous l'eau, et ça explique pourquoi les marges des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, sont plus faibles en France que partout ailleurs. Donc ça, c'est le premier point à régler. Donc, deuxième point, c'est qu'il faut que la moyenne de l'IS, qui est aujourd'hui autour de 33% en France, descende à 25% progressivement. Donc on nous annonce que pour toutes les entreprises, qu'on soit TPE, PME, ETI ou grand groupe, on arrive à une attractivité de la France 25%. Il ne faut pas trop sophistiquer la fiscalité, vous savez, parce que la fiscalité, ça fait partie des choses qui font partie de l'attractivité du monde entier des investisseurs. Si vous avez quelque chose de très compliqué en disant c'est mythe, mais attention, vous avez le crédit impôt, vous avez machin, etc., plus personne n'y comprend rien. Donc moi je dis flat tax, une lisibilité et un taux d'IS qui descend à 25% à 5 ans. Mais surtout, si vous voulez, le ciblage que j'ai vu est un ciblage en plus conditionné avec des niveaux de profit, des niveaux de chiffre d'affaires. Donc en plus, on ne touche qu'un petit nombre de ces PME en dessous de 50 millions. Donc si vous voulez, de nouveau, on va pénaliser, je dirais, l'attractivité globale. Car n'oublions pas les entreprises, les investisseurs étrangers internationaux. N'oublions pas le Brexit. Le Brexit est une formidable opportunité pour nous de faire